Bonjour messieurs, dames, merci d'être là. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet brûlant, en fait, qui concerne notre vivre ensemble. Le vivre ensemble où la communauté du destin a besoin pour se forger d'une entité salutaire, structurante et revitalisante. Rien n'est plus précieux qu'un bon ennemi, bien identifié. N'oublions pas que sans l'URSS, il n'y aurait pas eu de traité de Rome, ni d'Union européenne. Pour maîtriser ou maintenir la cohésion sociale, il n'y a pas mieux que l'autre, un ennemi bien trouvé. L'ennemi fantasmé n'est qu'un épouvantail qui sert à cacher ses propres échecs. Diaboliser l'autre, quitte à forcer le trait, permet de se dédouaner. C'est bien Paul Valéry qui disait « Que deviendrons-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui a les yeux rivés sur les écrans, où les séquences d'attention se rétrécissent, où la population est incorporée dans un univers de moyens, comme disait Anders, un acte ou un produit n'acquiert une valeur qu'à condition d'être bon à quelque chose, c'est-à-dire seulement lorsqu'elle a un sens et non lorsqu'elle est sens. La prévalence des présents est la preuve éclatante du changement d'époque. C'est l'époque de l'élite qui maîtrise ce que Bauman appelle l'art de la vie liquide. Il s'agit d'une nouvelle servitude, celle relative à l'addiction provoquée par les écrans et les réseaux sociaux. L'œil, désormais, goûte un crime, une catastrophe et s'envole. Dixit Paul Valéry, dans la conquête de l'ubiquité. C'est l'époque des présentismes qui mène aux pulsions. Drôle d'époque. Au souffle court, qui s'épuise à copier-coller, à répliquer, à recycler. C'est la victoire de l'éphémère et l'évanescence des sens dans l'embrouillement moderne, la radicalité des mâles, dixit Hannah Arendt, se niche dans sa banalité, se loge dans l'ordinaire d'une servilité et s'amplifie avec l'abdication de la pensée. Je fais mienne cette citation d'Antonio Gramsci. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans cette clair-obscur surgissent les monstres. La thématique que j'aborde aujourd'hui concernant l'autre, l'immigré, l'étranger, il a pris une ampleur inégalée dans notre société, dans le débat public. On a l'impression qu'il n'y a plus de problème de croissance soutenable, de chômage, d'inégalité, de pauvreté, d'inclusion, de déficit public, de dette. Ces thématiques engendrent une hystérie collective,
un processus d'endoctrinement qui peut amener à la disparition de la personnalité individuelle consciente et à l'exhortation des consciences collectives. Les pensées se dirigent vers la même direction. L'affectivité inconsciente l'emporte sur la raison. Cette façon grégaire de se comporter aboutit à la psychologie de la horde, à la fausse appréhension et à la perte de discernement. Benjamin Constant disait « Tout est moral dans les individus, mais tout est physique dans les masses. Chacun est libre individuellement parce qu'il n'a individuellement affaire qu'à lui-même ou à des forces égales aux siennes. Mais dès qu'il entre dans un ensemble, il cesse d'être libre. » Nous savons aujourd'hui que de telles thématiques est électrique, qu'une telle thématique est électrique. Et que, quelles que soient les explications que je vais vous fournir, ne nous échapperons pas à la critique acerbe, particulièrement en cette période d'anémie de la pensée et d'abrasement de la raison. Ainsi, le citoyen ordinaire se trouve-t-il pris en tenaille entre deux rouleaux compresseurs faussement opposés, les assimilationnistes et les communautaristes. Il est sommé de choisir son camp, sous peine d'être considéré par les uns comme un traître et par les autres comme un vendu. Les mots à la mode sont devenus aujourd'hui intolérance, détestation, discrédit de l'autre, sur des critères qui ne dépendent pas de lui. Les mots emplis de bienveillance, d'empathie et de magnanimité ont détesté notre société. Il ne faut pas être grand clerc pour voir que le modèle français est ainsi questionnable et que le vivre ensemble demeure un vœu pieux. Il est vrai que dès lors et dès que l'on dépasse ces approches par prétérition, le vivre ensemble, l'harmonie sociale, force est de constater que la nation elle-même est en but à des revendications de plus en plus prégnantes, justice sociale, individualisme, séparatisme. C'est dans ce contexte qu'est arrivé le Covid. Je dis le Covid, même si on nous dit qu'il faut dire la Covid, qui n'a pas arrangé les choses. Avant d'entrer dans le vif du sujet que je souhaite apporter ici, partager avec vous, je veux juste préciser qu'à la faveur du surgissement du Covid, on a benoîtement pensé qu'on pouvait entrevoir un passage de l'obscurité ténébreuse à la clarté révélatrice, qu'avec le confinement qui s'en est suivi et l'accélération de l'histoire qu'on a cru entrevoir, déceler, on assisterait à l'avènement d'un consensus politique autour des thématiques de l'économie circulaire, d'une société solidaire, d'une fraternité retrouvée, d'une libération du potentiel prosocial des organisations humaines. Que des fadaises, des balivernes, un chapelet d'incantations votives. Cela fait plus d'un an maintenant que le Covid s'est initié dans nos vies jusqu'à bouleverser notre quotidien. La stupéfaction des débuts face aux chiffres des décès, toujours plus importants, a fait place à la stupeur, puis à la résignation de ceux qui savent que le chemin est encore long. Néanmoins, un constat est de mise. Dans le pays des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, tous les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant la mort ou face à la mort. La mise à disposition du fichier de nombre de décès en France par l'INSEE ne permet de corroborer ce triste constat. Alors, je vais vous donner les chiffres des décès en 2020.
ce n'est pas moins de 623 000 personnes qui sont mortes en 2020, soit une augmentation de 8,5% par rapport à 2019. Donc, au niveau national, on a un taux de surmortalité de 8,5%. Cette augmentation est sans commune mesure relativement au 1% habituellement observé, si on prend les 5 dernières années par exemple. Derrière ces chiffres se cachent bien des disparités, si l'on considère l'origine des individus. Pour les personnes nées en France, cette surmortalité tombe à 7,7%. Donc 8,5% pour la moyenne nationale, les personnes nées en France 7,7%, et il grimpe à 14,9%, c'est-à-dire pratiquement le double pour les personnes nées à l'étranger. On passe de 7,7 à 14,9. Ces données, pour impressionnantes soient-elles, doivent être interprétées avec précaution et parcimonie. Face à une société en effervescence, il faut faire preuve d'entendement, de froideur d'esprit pour tirer les informations et démêler le vrai des faux. Parce que le flou alimente les loups, il faut faire le départ entre ce qu'on sait et ce qu'on croit savoir. C'est une prépolitique indispensable. Peu de formules, peu d'abstractions, beaucoup d'exemples et surtout d'exemples pris sur le vif de la réalité. Je fais mienne ici la recommandation de Jules Ferry dans sa lettre aux instituteurs. Un chiffre est plus percutant qu'un beau discours. Là où était le mot, les chiffres adviennent, dixit Olivier Rey. Malgré son mutisme sémantique, le chiffre a l'immense avantage d'être simple, accessible et crédible. Il est plus percutant qu'un beau discours. Il dimensionne le monde et offre des repères stables, limpides, sans fioritures. Il s'oppose au texte qui est par définition hybride, édulcoré, précaire et possiblement dangereux. Mais chacun peut donner d'un chiffre le sens qui lui sied. Faute de consensus, il y a des branles dans le manche. D'où la question lancinante et d'une extrême verdeur. Messieurs, vous êtes d'accord avec les chiffres, êtes-vous d'accord avec la chose? Ces avertissements et ces rappels sont utiles en ces temps asynchrones. Inutile de tourner autour des pots. La question qui brûle les lèvres, la question de se poser est de savoir si ces différences de taux de mortalité sont endogènes ou exogènes, intrinsèques ou extrinsèques. Dit autrement, est-ce que le ver est dans le fruit? Ainsi, avant d'aller plus loin, nous allons encore forcer le trait pour mettre en exergue ces fameuses différences. Retenez la moyenne nationale qui est de 8,7%. Les Français, 7,7%. Les étrangers, 14,9%. Ça, c'est les taux de surmortalité. Nous avons étudié de manière minutieuse les fichiers de nombre de décès en France, basés sur le nom, le prénom, ce qui nous a permis de mesurer la surmortalité des personnes nées au Maroc. Alors pourquoi le choix au Maroc? Pour plusieurs raisons. La principale, la plus objective, c'est une étude que nous avons effectuée pour le compte du Bureau international du travail. Les mots manquent aux émotions. Les résultats sont stupéfiants. Le taux de mortalité des personnes nées au Maroc entre 2019 et 2020 est de 23%. Le taux de mortalité des personnes nées au Maroc entre 2019 et 2020 est de 23%. Il est largement supérieur au taux dont je vous ai parlé, observé en France sans distinguer l'origine. Mais si on va encore plus loin, si l'on considère maintenant les personnes non marocaines nées au Maroc, les personnes non marocaines nées au Maroc, ce chiffre tombe à 9,6% au lieu de 23%.
ce qui est proche un peu du chiffre dont je vous ai parlé de 8,5%. En revanche, le taux de surmortalité des Marocains nés au Maroc est de 37,5%, contre 3,6% entre 2018 et 2019. C'est un chiffre effrayant. Et l'idée qui se pose, comment on peut expliquer ce chiffre? Il est lié à quoi? Par honnêteté intellectuelle, les explications que je vais vous fournir vont être basées sur le bon sens et le consentement. Ça veut dire qu'on peut les contester, les amender, les remettre en cause, et c'est ça, en fait, le rôle de la discussion qu'on peut avoir après. N'empêche, la fulgurance de ces chiffres, 37,5% de surmortalité interpelle. Ce chiffre se suffit à lui-même. Il est son propre horizon. On a beau dire, beau expliquer, beau nuancer, il donne le tournis. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'il y a un biais ethnique? Pourquoi on a ce chiffre? Alors, première remarque, c'est que le surcroît de surmortalité est survenu dans les zones qui ont une ou plusieurs caractéristiques parmi les suivantes: la densité, la pauvreté, les inégalités, la concentration des immigrés. Il s'agit de départements bien connus, à savoir la Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Paris, Bouches-du-Rhône, etc. et le Nord. Alors, on se rend compte que le milieu social, ça c'est tout à fait intuitif, joue un rôle primordial dans l'exposition au virus. Les ouvriers, les employés supportent une double peine, contrairement aux cadres, par exemple, qui ont la possibilité de recourir au télétravail. Ils ont continué la plupart du temps à travailler à l'extérieur, ce qui les a exposés évidemment à un fort risque de contamination. Dans le même temps, suite à la chute de l'activité économique, le temps de travail s'est réduit de manière drastique pour eux et le chômage partiel a plus que doublé. Dans les banlieues, 51% des hommes sont ouvriers, 26% en moyenne en France, et 59% des femmes sont des employés, 42% en France. Dans ces quartiers, les inégalités d'accès aux soins sont la conséquence de la pauvreté. 40% vivent sur le seuil de pauvreté, mais aussi de la carence d'une médecine de proximité dimensionnée pour faire face aux pathologies en période normale. Par ailleurs, les personnes modestes souffrent souvent de pathologies, obésité, diabète, associées à un surrisque de développer une forme grave de Covid. Les personnes nées à l'étranger souffrent plus que les personnes nées en France de maladies longues, coûteuses, de maladies professionnelles, d'invalidité ainsi que d'accidents. Un tiers d'entre elles n'ont pas de couverture complémentaire. Le plus souvent, ils n'ont pas de suivi médical, consomment peu de médicaments, mais recourent à l'hospitalisation longue de manière récurrente. Pour compléter cette argumentation, nous allons utiliser ce qu'on appelle Google Mobility, qui est une plateforme qui calcule l'évolution de la fréquentation des lieux de travail, transport, parcs, etc. Et nous avons comparé la fréquentation au cours du premier confinement avec une valeur médiane de référence calculée sur la période de 3 janvier au 6 février. Et nous allons utiliser une batterie de variables, une batterie de tests. Par exemple, les variables, le pourcentage de plus de 75 ans, le nombre de médecins pour 100 000 habitants, le taux de morbidité, le taux de chômage, le taux de pauvreté, etc. Et quelle est la variable la plus pertinente qui explique la surmortalité? C'est la fréquentation du lieu de travail. Évidemment, il y a les personnes âgées, mais la variable principale, c'est la fréquentation du lieu de travail qui est la cause principale des décès en France. Son pouvoir explicatif est supérieur de 35% pour les décès des Marocains par rapport aux personnes nées en France. Autrement dit, c'est le fait de continuer à travailler pour faire tourner la machine économique, les aides-soignants, les travailleurs de la logistique, les salariés du supermarché,
les caristes, les livreurs de pizza, les éboueurs, les livreurs de personnel de nettoyage, etc., au personnel de nettoyage, etc. Malgré le confinement, qui explique en premier lieu la surmortalité des immigrés. On s'est rendu compte, en fait, que les invisibles ne se contentent pas de vendre la poudre de perlimpinpin, ça doit vous rappeler quelqu'un à Barbès, mais qui joue un rôle prépondérant dans notre quotidien. Les ex-colonisés, les descendants des esclaves, les réfugiés, les sans-papiers, les sans-dents, la racaille, ceux qui profitent du pognon dingue, ceux qui ne savent pas qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, les feignants, ceux qui font 7 à 8 enfants par femme, les gens qui ne sont rien, ceux qui continuent d'utiliser les petites embarcations portant le kwassa, pêche peu. Ça doit vous rappeler quelques-uns de nos honorables présidents de la République. Toutes les citations que je viens dont je viens de vous parler. Bref, les derniers de cordée ont pris leur revanche, retournent la monnaie de leurs pièces aux premiers de la cordée, aux sachants, aux jupétriens. Autrement dit, la cause principale des décès, c'est le fait que les gens continuent à travailler. La deuxième cause, c'est la fréquentation des parcs et lieux publics. Et là, c'est une question intéressante. Dans les régions déshéritées, il y a une concentration des problèmes, comme on le sait, le développement des théories de complot, les représentations superstitieuses, et plus prégnantes, entraînant un moindre respect des justes barrières. Pour vérifier ces oui-dire, nous avons utilisé la plateforme Google Trends en cherchant l'expression complotisme. Ce type de recherche a été utilisé avec succès dans les études servant, par exemple, à détecter les différentes épidémies. Les résultats confortent ou confirment notre intuition, à savoir que c'est dans les régions où il y a une surmortalité importante et une concentration des immigrés que ce genre de théorie fait florès, c'est-à-dire l'Île-de-France, les Bouches-du-Rhône, le Nord, PACA, etc. Il est intéressant de remarquer que les requêtes associées à cette recherche nous fournissent toute la panoplie de mots liés à la théorie de complot, à savoir nouvel ordre mondial, chloroquine, conspiration, professeur Raoult, gilets jaunes, Trump, Chine, etc. Je vais encore dire sur la ligne et grossir le trait et forcer le trait, enfoncer le couteau dans la plaie pour mettre en exergue ces fameuses différences. Je peux parler aussi des racismes. On ne peut pas en définir l'existence des racismes dans le travail, dans l'accès au logement et d'autres discriminations. Plusieurs études ont corroboré ce constat, dont celle de l'Institut Montaigne en 2015. Le résultat d'un testing à grande échelle montre que les musulmans ont 2 fois moins de chances d'être contactés pour le recruteur que les catholiques. Les juifs sont aussi discriminés, mais moins que les musulmans. Les hommes musulmans ont un taux de réponse 4 fois plus faible que les catholiques. Je peux arrêter ma conférence ici et vous donner le sentiment que je prends un seul point de vue. Mais ce n'est pas renoncer à ces idiots et trahir ses convictions humanistes que de faire le départ entre ce qui est possible et ce qui est impossible, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il y a aussi des éléments liés au comportement des immigrés. Par exemple, lors du premier confinement, le taux de verbalisation en Seine-Saint-Denis était pratiquement 3 fois plus important que sur le reste du territoire. Des éléments objectifs peuvent expliquer cet écart. Par exemple, on a une population jeune, forte densité, un habitat exigu, mais il y a sûrement un résidu lié au comportement individuel qui peut être à l'œuvre.
Il faut cependant être prudent, car d'aucuns peuvent lier ce constat à une approche policière singulière dans ces quartiers, c'est-à-dire la fréquentation de contrôle. Avant d'aller plus loin, nous avons aussi lié le comportement des immigrés aux conditions qui prévalent dans le pays d'origine. Si on prend les immigrés marocains, nous sommes intéressés aux morbidités en comparant les données françaises et marocaines. Ainsi, le diabète, selon l'Organisation mondiale de la santé, est-il l'une des principales causes de mortalité au Maroc, 12% contre 2% en France. Par ailleurs, le risque de diabète est environ 2 fois plus élevé chez les femmes originaires d'un pays du Maghreb que chez les femmes originaires de France, à niveau socio-économique équivalent. Le niveau d'obésité et âge aussi équivalent. Au-delà, la non-appropriation des annonces et messages de santé publique, couplés à leur intelligibilité, non-maîtrise de la langue, idées fumeuses, fake news, complotisme, colère de Dieu, peuvent aggraver le risque épidémique. Pour compléter ce tableau, nous rappelons que d'après une étude de l'UNESCO, l'indice du capital humain en 2019 au Maroc est de 0,5. L'indice du capital humain au Maroc est de 0,5. En raison de défaillances dans le domaine de la santé et de l'éducation, le Maroc se prive en fait de la moitié de ce potentiel humain. Ceci peut les éclairer indirectement sur la méfiance des immigrés d'origine marocaine par rapport à la véracité du Covid, elle-même liée au niveau d'instruction. Ces écarts au niveau du capital humain peuvent, d'une manière ou d'une autre, avoir un lien avec le comportement des immigrés. Habitudes de consommation, rapport à la médecine, hygiène de vie, prépondérance des legs religieux. Sans être catégorique, on peut dire que l'origine de l'immigré a un impact sur son comportement. C'est ce qu'on appelle le biais ethnique et que peut lui-même expliquer en partie, mais en partie seulement, la surmortalité. Par ailleurs, le relativisme culturel, en attribuant les qualités selon les confessions, en divisant les aptitudes selon les habitudes admises, morcelle les humanités locales en ghetto communautaire. Vouloir toujours mettre en exergue à tout prix telle ou telle caractéristique distinctive permet aux uns de se conforter dans leur particularisme et aux autres de réduire ces individus à leur caricature. Défendre mordicus son particularisme, c'est s'isoler soi-même et s'enfermer ad vitam aeternam dans une bulle. Il est temps peut-être de cesser le jeu des jérémiades et de la victimisation en considérant chaque particularité qui est constructive d'une minorité. L'enfermement sur soi-même peut aboutir à la surestimation de son propre malheur, à l'exagérer, à l'exacerber et à se dessaisir des malheurs des autres. Mais une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a dressé un tableau peu reluisant de notre société, on fait quoi? Pour primordial et légitime qu'il soit, la recherche des sources des inégalités liées à l'origine ne doit pas nous diviser, nous épuiser, nous départir de notre but final, à savoir la quête tenace du juste. Il est temps d'instaurer un nouveau modus vivendi avant que la République ne prenne la poudre d'escampette. Et donc, les solutions pour moi, elles sont de deux sortes, et pour ne pas abuser de votre temps, je vais insister sur une seule. Deux sortes. Il y a d'abord l'école, l'éducation, et deuxièmement, il y a la culture. Je vais zoomer sur l'école. Les maux dont souffre Emmaüs, l'école, sont réels, systémiques.
Il s'agit, vous le savez, des inégalités entre les établissements, des affectations des professeurs, les moins expérimentés dans les établissements les plus difficiles, des salaires trop bas, les priorités budgétaires qui favorisent la formation d'élite, les mécanismes de répartition des élèves qui contournent l'exigence de la mixité. Pour lutter contre ce qu'on appelle le darwinisme social, dénoncé par les sociologues, et en particulier François Dubé, il faut réformer la carte scolaire afin de limiter l'entre-soi, changer le mécanisme d'affectation des enseignants, faciliter le dialogue entre les établissements et la famille, démocratiser l'information des parents sur l'orientation et l'accès aux meilleures filières. Avec ce qui se passe aujourd'hui, les parents sont incapables de suivre les enfants sur le choix des filières. Pour changer cette situation, des points d'appui existent. Le rapprochement parents-professeurs, consécutif à la pandémie du Covid, le consensus sur l'indigence des salaires des enseignants. Les comparaisons internationales montrent qu'en France, cette différence est flagrante. Les solutions existent. Je peux vous donner, par exemple, ce qui se passe à Toulouse, dans un quartier populaire ou difficile qui s'appelle le Mirail, où des stratégies volontaristes ont été mises en place et on a fermé 2 collèges qui étaient des ghettos en fait au cours de la cité des Mirailles, qui ont été fermés, et on les a remplacés, on les a dispatchés par des petits groupes dans des établissements UP de la métropole. Évidemment qu'il y a des réticences de la part des parents, mais les politiques sont montées en créneau où ils se sont manifestés et ça a montré l'efficacité. Et pour lutter contre la ségrégation scolaire en faisant revenir vers le public des familles CS+. Parce que ce système fonctionnerait encore mieux si nous n'étions pas confrontés en France, vous le savez, à la force d'attraction de l'enseignement privé sous contrat. Le privé, par exemple à Paris, réunit dans les collèges 35% des élèves sont scolarisés dans des collèges, dont 74% d'enfants de familles très favorisées, 74%. Là où il n'était, par exemple, que 29% dans les années 90, et ça n'a jamais été supérieur à 15% dans les grandes capitales occidentales. Pourquoi ? Parce que ces établissements sont subventionnés à 75% par l'État et les collectivités locales sans aucune contrepartie en termes de recrutement social. Donc ils se retrouvent entre eux, les élèves, ils sont issus de familles riches, ils n'ont pas envie, les proviseurs ou les directeurs n'ont pas envie de mixité parce que ça crée des problèmes, parce qu'il faut les accompagner, etc. Donc ça crée ce qu'on appelle l'entre-soi. Et c'est la plupart de nos voisins, ça ne se passe pas comme ça. Donc en fait, socialement, c'est quelque chose qui est destructeur. Il faut savoir, c'est à l'école républicaine et nulle part ailleurs qu'on doit expliquer aux jeunes la laïcité, par exemple. La laïcité n'a pas été conçue pour effacer toute empreinte de la religion, mais pour préserver l'espace public de l'emprise de religion. Par conséquent, le maillage du tissu social ne repose pas sur un être ou un événement surnaturel, qu'il s'agisse de Dieu ou d'une révélation. C'est à l'école républicaine, et nulle part ailleurs, qu'on doit inventer un nouveau récit qui éclaire le temps connecté, qui est conçu comme un tapis dont les fils tracent des motifs harmonieux et entrelacés, symbole de toutes les appartenances. C'est à l'école républicaine et nulle part ailleurs qu'on doit enseigner l'histoire de la colonisation, en la dédogmatisant, qu'on doit enseigner la langue d'origine des jeunes ici des minorités,
en valorisant leur double appartenance, au lieu de prévaloir des approches dichotomiques tantôt communautaristes, tantôt assimilationnistes. Cette redéfinition de l'école, de la place de l'école dans la société, est pour ainsi dire la mère des batailles. Elle est la bienvenue au moment où le climat social devient insupportable. Généralisation de l'entre-soi, montée de communautarisme, délitement des liens civiques, sans oublier la banalisation des propos dégradants, des saillies tonitruantes et le discrédit de l'autre sur des critères qui le dépassent, comme j'avais dit en introduction. Et je vais appuyer sur cette inégalité au niveau de l'école qui me paraît fondamentale. L'enseignement supérieur. Je suis enseignant à l'université, donc je sais de quoi je parle. Prenons par exemple Patrick Drahi. C'est le puissant patron d'Altis. Altis, c'est SFR, BFM, etc. Elle est née dans une famille de classe moyenne. Elle a 2 enfants qui étaient... ses parents, étaient professeurs de mathématiques, les 2. Le jeune Drahi, donc, réussit à intégrer l'école polytechnique. Donc, il s'est arraché, on peut dire, à son milieu social, parce qu'il ne fait pas partie des bourgeois ou des fortunés. Donc, on ne peut que saluer cette performance. Mais l'illustration ne s'arrête pas là. Si on regarde par exemple ces enfants, 3 de ces enfants sont passés à l'école polytechnique. 3 à l'école polytechnique. D'accord? Fédérale de Lausanne. C'est l'un des meilleurs établissements classés au monde, elle est 14e. Le 4e a seulement fait HC Lausanne. Très bonne université, mais moins reconnue. De quoi faire quand même la fierté du papa. On prend un autre milliardaire français que tout le monde connaît, Bernard Arnault, PDG de LVMH. Sur ses 5 enfants, un a intégré le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui est très réputé mondialement aux États-Unis. 2 sont polytechniciens comme lui. Donc, de jolis diplômes, il faut ajouter celui de son père, qui était lui-même centralien. Central Paris. D'où il y a notre capitaine d'industrie, Serge Dassault, qui a réussi à Central Paris, mais qui a refusé parce qu'il voulait rentrer à Polytechnique. Comme quelqu'un aussi que vous connaissez, que je nommerai pas, je ne donne pas l'honneur de le nommer, qui voulait à tout prix passer l'ENA. Il n'a pas réussi. Ce n'est pas pour autant que... Bref, Paris réussit, donc il n'est pas allé à Central Paris, il a décroché une 2e fois donc Polytechnique, il a ajouté à l'école Supaïro, qui a formé avant lui son père, Marcel Dassault. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ces personnes-là, c'est leurs enfants. Et je vais vous dire après pourquoi. Parmi ces enfants de Serge Dassault, un seul réussit brillamment des études en intégrant l'école de l'air, l'une des 5 grandes écoles militaires. Prenons un autre exemple, une sorte de brebis galeuse français, qui est Carlos Ghosn. Vous comprenez pourquoi je parlais de brebis galeuse du capitalisme. Qui est diplômé de X aussi, et des mines. Il était un bon papa parce que ses 4 enfants, ont tous suivi les cours de Stanford, une université aussi qui est réputation mondiale. Donc, il ne faut pas sous-estimer que ces concours sont difficiles, que ces enfants ont beaucoup de mérite. Et ce qui nous intéresse, je peux prendre un autre, Jean-Paul Hagan, directeur de HC, diplômé de HC aussi, PDG de L'Oréal. Depuis 15 ans, il a 3 enfants. Sur ces 3 enfants, on compte une diplômée de Sciences Po Paris et un autre de l'université américaine, Johns Hopkins. Donc, ces enfants ont beaucoup de mérite aussi, parce que ce sont des concours où on ne rentre pas par des connaissances, mais qui sont très stricts, comme vous le savez.
Donc, le problème qui se pose, et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, j'ai un peu illustré de manière un peu détaillée, c'est qu'un fils d'ouvrier, la probabilité pour aller accéder à cette école, à ces écoles prestigieuses, elle est de 1%. 1%. Alors, si vous êtes en plus un fils d'ouvrier, vous avez des noms exotiques comme le mien, imprononçable qui plus est, la probabilité elle est de 0,000 à l'infini 1%. Et c'est ça qui pose problème. Vous savez qu'un élève de lycée coûte plus cher qu'un étudiant à l'université. Et surtout les élèves qui suivent des classes prépa. Ça nous coûte une fortune. À la limite, s'il y a l'ascenseur social, ce n'est pas grave. Le problème, c'est qu'il y a de l'entre-soi. On ne parle pas ici de communautarisme. Il y en a là aussi, c'est du communautarisme, sauf c'est de haut niveau. Donc, on a le communautarisme de haut niveau, des gens qui se mettent entre eux, et de l'autre côté, on a le communautarisme que vous savez qui pose aussi problème. Mais on en parle moins. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans le communautarisme de l'échelle basse, mais aussi il y a des communautarismes à haut niveau. Et ça pose problème pour le vivre ensemble. Si les inégalités il y a, c'est là on doit les chercher. Il ne faut pas s'épuiser sur d'autres choses. Oui, il existe des problèmes avec l'immigration dans certains cas. Il ne faut pas généraliser ce qui se passe. Il faut être aveugle pour dire qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai que l'immigration a des aspects positifs, il a un impact positif sur la croissance, etc. Même si la France ne profite pas comme les autres pays, parce que la France, il ne choisit pas en fait ses immigrés. Donc si vous avez suivi l'actualité, il y a 3 semaines, un mois, l'OCDE a publié une étude dans laquelle il montre que globalement, l'impact de la migration reste positif. Mais il est faible par rapport à d'autres pays comme le Canada ou les États-Unis, parce qu'en France, on ne choisit pas nos immigrés. On peut choisir les immigrés. On peut. Chaque pays est souverain sur le choix de sa politique migratoire. Mais si on choisit les immigrés, il y a un problème d'éthique qui se pose. Aujourd'hui, la croissance économique est tirée par le capital humain de haut niveau, par l'innovation, par la recherche et développement, etc. Si vous allez piquer, passez-moi l'expression, les meilleurs dans les pays en développement, comment vous voulez que ces pays se développent? Et ça va créer aussi de ce développement et donc on finit de l'immigration. Donc cette question, elle a besoin aussi d'être posée. Et si on pose ces questions, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, quand on parle d'immigration, tout le monde est excité. Pourquoi on ne parle pas naturellement de ces problèmes? Pourquoi on ne discute pas entre nous de ces problèmes, naturellement, avec empathie, avec respect des gens? Pourquoi chaque fois on est obligé de sortir des expressions, des méchancetés? Il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de respect, parce qu'on parle de personnes. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, Dieu sait, qui sont importants, qui sont nombreux dans certains quartiers, mais la plupart vivent tranquillement, sont intégrés, ils font leur job, ils font leur travail, ils ont des enfants, ils essaient de les intégrer, de leur donner une double culture qui fait leur force. Il faut être fier de sa culture, il faut être fier de sa différence, fier de son hétérogénéité, mais en même temps respecter les règles des pays dans lesquels nous vivons. C'est une obligation. Donc, il ne faut pas chercher, en ces temps de tumulte, il ne faut pas chercher ce qui nous divise, parce que ce qui nous réunit est plus important de ce qui nous divise. Il faut instruire, partager les connaissances, oser faire entrer la science dans l'univers de la culture. Le progrès en matière de sciences et de technologies aboutira tôt ou tard à un progrès en matière politique et au niveau moral.
cette conception républicaine des progrès qui permet de cheminer vers un mieux, c'est construire un espace de paix, de fraternité, de croissance partagée, qui est d'abord une pulsion de vie dans un monde qui produit de la violence, des guerres et de la mort. Permettre à une cité de se rassembler sans nier les dissimilitudes, ni les rudoyer, exige de l'effort, du travail sur soi, de la modestie, de la retenue, tout en évitant le sentiment même se vertisse de croire in petto supérieur à l'autre. Pour devenir des producteurs d'histoire, il ne faut pas avoir honte d'être le produit d'une histoire nationale. C'est la seule manière de lutter contre des plans scabreux, des fiefs extrémistes de tout poil qui veulent nous amener à la guerre de tous contre tous. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je serai honoré. Monsieur? Oui, ça marche. Voilà, pardon. Donc, je vous remercie pour votre brillant exposé avec lequel je suis d'accord à 99,99%, juste un petit 0,01%, où je pense que ce n'est pas l'immigration qui pose un problème. En réalité, je pense que le problème aujourd'hui, si problème il y a, c'est des enfants qui sont nés de parents nés en France, qui eux-mêmes étaient issus de l'immigration. Je suis moi-même fils d'émigrés italiens. J'ai connu une situation un petit peu bizarre qui a fortement évolué, puisque maintenant, on ne fait plus cas des Italiens ou des Polonais. Avant, on était des Rital, maintenant, on est des Italiens, donc ça change. Et je crois que je n'arrive pas à comprendre comment ces enfants, qui ne connaissent rien du Maroc, ou ni rien d'Algérie, ni même de la Tunisie, qui ne savent pas parler marocain, enfin, je dis marocain parce que l'arabe marocain n'est pas le même, vous le savez bien mieux que moi, qui chez eux ne sont pas marocains et qui en France ne se sentent pas français. Je ne comprends pas pour quelle raison ils veulent prendre en charge un combat qui n'est pas le leur, qui était celui de leurs grands-parents peut-être, mais qui n'est pas le leur. Et c'est là que réside le problème, à mon avis. Parce que c'est assez chez. Bon, c'est pour ces gens-là, décidément. Bon, ça me rassure, je ne suis pas le seul. Hein. Voilà. Mais dans je suis comme vous, je suis un petit peu un immigré, donc c'est pour ça. Bon, on est tous. Donc c'est pour ces gens-là, je pense qu'il faut trouver une solution. Parce que c'est eux aujourd'hui qui font, entre guillemets, le bordel. Ce n'est pas leurs grands-parents ou leurs parents. Hein. Et donc c'est là qu'il faut chercher quelque chose à résoudre. Parce que l'immigration, c'est peu de monde chaque année. Et pourquoi, quand l'Algérie gagne un match de foot, on casse tout à Marseille? C'est complètement idiot. Donc voilà où se trouve le problème, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai insisté sur la question de l'éducation. Toute la problématique est là. Si on arrive à éduquer ces enfants et à leur parler avec empathie, au lieu de le rejeter, au lieu de l'essentialiser. Alors, quand on essentialise quelqu'un, c'est-à-dire vous êtes fils d'immigrés, vous êtes éventuellement musulman, même si vous dites qu'il ne maîtrise pas l'arabe, il n'y a rien du tout. Et donc,
ça engendre le communautarisme. Ils vont vers des gens qui leur ressemblent, qui parlent la même langue. C'est un havre de paix pour eux. Ils sont tranquilles, on ne les juge pas. Ils se mettent entre eux. Et le rôle de la société, l'État est responsable de ce qui se passe. Attention, ce n'est pas normal quand dans ces quartiers on a tant de problèmes, qu'il y ait des trafics. Est-ce que l'État n'est pas capable de résoudre ce problème du trafic de drogue, par exemple, pour ne pas descendre l'armée et résoudre ce problème? Pourquoi pas? Est-ce que l'État français, 5e puissance mondiale, dépassé par des gamins qui font de rodéo dans la rue, etc. L'État français est incapable d'arrêter ces gens. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous savez que Macron, le président Macron, dans ses promesses de campagne, c'était qu'il parlait de la question de la laïcité. Elle a été tellement la pétoche qu'elle a mis 3 ans et quelques pour en parler. Parce qu'ils ont peur. On a peur. Ces jeunes, ils vont au Maroc, ils ne font pas comme vous dites, le bordel, passez mon expression, qu'ils font ici. Donc, il faut, l'éducation, l'estime de soi, l'importance de leur dire qu'ils sont français, que le pays a besoin d'eux. L'estime de soi est importante. Et de l'autre côté, il faut être sévère, changer les lois s'ils le font. Il ne faut pas trembler, parce qu'ils font du mal au reste, qui sont plus nombreux. Chaque fois qu'il y a un attentat, c'est pas un Marocain, c'est pas un Algérien. Cette fois, on amène, quelqu'un qui vient du pays de l'Est. Mais le problème se pose, c'est le même. C'est parce qu'on baisse les bras. C'est pour ça que des discours, en fait, d'un certain nombre de personnes extrémistes trouvent une oreille, parce qu'en fait, l'État, c'est vrai je ne comprends pas pourquoi l'État ne fait pas son boulot. Doublement, l'éducation. C'est pas normal qu'un professeur jeune qui vient sortir de l'université et on l'envoie dans des quartiers difficiles. C'est pas normal, avec des salaires de misère. Vous savez qu'un professeur d'université, quand il commence à travailler, commence à 1800 € par exemple. C'est là où on doit mettre le paquet, on doit donner des bourses aux gens qui sont en difficulté. Et non pas mettre à l'université des gens qui ne savent pas quoi faire. Et mettre dans les grandes écoles, dans les grands cabinets d'avocats. C'est là où on a le problème, sans parler des inégalités de genre, liées au genre entre les hommes et la femme, etc. C'est ces problèmes-là dont on doit parler, pas l'immigration. Mais vous avez raison. Madame? Dernière question. Allez, on va faire vite alors. Ces problèmes-là ne peuvent pas être déconnectés de ce qui s'est passé sur le plan économique, néolibéral depuis 40 ans. Tout ça, c'est venu avec. L'État ne peut pas faire sans les moyens qu'on lui a enlevés. Vous avez pointé tout à l'heure fort justement, et j'adhère comme monsieur beaucoup à vos constats, ce que vous dites. Et bien sûr, quand vous dites il faut, oui, mais il faut comment? Je suis moi-même enseignante dans un autre domaine, et tous les jours, on se dit il faut, et il y a... Le rôle de l'école est primordial, est essentiel. Mais vous avez parlé du manque de reconnaissance salariale des enseignants, mais il faut parler aussi du niveau de formation des enseignants. Le niveau de formation ne cesse de baisser, on le sait. Et comment peut-on transmettre? Vous avez pointé le rôle de la culture qui est essentiel. Alors culture, moi je dirais... culture, mais quelle culture? Que transmettons-nous? Et c'est une question primordiale et qui devient essentielle de nos jours. Et pour lutter contre ça, contre cette désagrégation de la société qui nous touche tous, si nous sommes là, je crois que nous sommes tous atteints par ça, et en même temps, nous ne baissons pas les bras. Je crois que chacun à notre place, tous les jours, nous essayons de jouer notre rôle. C'est pour ça qu'avant de terminer, puis je passerai la parole à madame quand même, vite fait, il faut que chacun d'entre nous essaye de faire quelque chose. Il ne faut pas attendre l'État. L'État, c'est nous. Les citoyens, c'est nous. Chacun de nous, chaque jour, doit se dire, qu'est-ce que je peux faire pour que cela cesse?
quotidiennement. Madame, vite fait. Moi, je voulais dire aussi que l'urbanisme a un rôle important là-dedans. C'est-à-dire que s'il y a communautarisme, c'est parce qu'on crée une communauté de gens qui habitent dans des ghettos, quoi. Donc pourquoi regrouper toujours les immigrés au même endroit, quoi. C'est déjà le début des problèmes, quoi. Exactement, c'est catastrophique ça. Et ça, on continue à le faire. Et on continue, voilà. Il y a des immigrés qui arrivent et ils vont dans des endroits où ils ont leur famille, leurs copains, leur réseau, etc. On peut en parler beaucoup. Ça, c'est pas normal. En tout cas, je vous remercie de votre présence.